lumière, s'il vous plaît. Voilà. Préambule. Au hasard, ce matin, j'ai ouvert un volume où le diable, Victor, avait glissé sa plume. Il sort de ce cœur triste un tumulte de strophes, explosion de rage et d'amour, où le vers s'achève en cliquetis de rayons et d'éclairs. La chaude éruption, pitié, justice, audace, se fait jour à travers l'altier poète et chasse, par l'éblouissement des êtres de la nuit, et l'on voit s'effarer comme un essaim qui fuit tous ces monstres abjects qui, dans leur coin funèbre, sont les vivants du meurtre et les yeux des ténèbres. Manière de dire que on peut ouvrir Hugo n'importe où, on trouvera du regard, de la lumière et des ténèbres. Au dessin, Hugo, d'où rayonne la nuit dans son regard obscur. 1. Ils ont, dans la prunelle, quelques visions redoutables qu'ils emportent sous leurs sourcils. Ils ont vu l'océan comme Homère, le Caucase comme Échille, la douleur comme Job, Babylone comme Jérémie, Rome comme Juvénal, l'enfer comme Dante, le paradis comme Milton, l'homme comme Shakespeare, Pan comme Lucrèce, Jéhovah comme Isaïe. Ils ont, ivres de rêve et d'intuition, dans leur marche presque inconsciente sur les eaux de l'abîme, traversé le rayon étrange de l'idéal, et ils en sont à jamais pénétrés. Cette lueur se dégage de leur visage, sombre pourtant, comme tout ce qui est plein d'inconnu. Ils ont sur la face une pâle sueur de lumière. L'âme leur sort par les pores. La vision est dans l'œil. Elle vient de lui et retourne à lui. L'œil lui-même est rêve et intuition, rayon étrange qui répand sa lueur en pâle sueur sur la face. Si, pour ne pas tricher, on poursuit un peu ce texte de Hugo sur le génie, on lit ceci. Quelle âme? Dieu. Mais avançons encore pour ne pas nous tromper sur ce Dieu. Remplis qu'ils sont de ce jour divin, par moments missionnaires de civilisation, prophètes de progrès, ils entr'ouvrent leur cœur et ils répandent une vaste clarté humaine. Cette clarté est de la parole, car le Verbe, c'est le jour. Ô Dieu, criait Jérôme dans le désert, je vous écoute autant des yeux que des oreilles. L'œil écoute, Claudel l'aura repris de Jérôme et de Hugo. 2. Un œil, écarquillé dans l'obscurité de son propre nerf. Un œil précipité à travers son propre globe. Un œil prêt à s'écraser dans le réel qu'il contemple. Il ne s'écrase pas pourtant, car il est déjà pris dans ce réel. Il en est déjà pénétré. Il a déjà reçu l'empreinte de ces simulacras qui volent des choses vers nos yeux, comme l'explique Lucrèce après Démocrite. Démocrite, Héraclite étaient les deux visages du genre humain. Le seul livre qu'il y eut dans la maison, Lucrèce, De Rerum Natura. J'ouvris le livre. Quelques instants après, je ne voyais plus rien.
je n'entendais plus rien. J'étais submergé dans le poète. À la fenêtre, pendant la nuit, les étoiles, points d'or, percent les branches noires. Le flot huileux et lourd décompose ses moires sur l'océan qui brille. Les nuages ont l'air d'oiseaux prenant la fuite. Par moments, le vent parle et dit des mots sans suite, comme un homme endormi. Tout s'en va. La nature est l'urne mal fermée. La tempête est écume et la flamme est fumée. Rien n'est hors du moment. L'homme n'a rien qu'il prenne et qu'il tienne et qu'il garde. Il tombe heure par heure et ruine. Il regarde le monde. Écroulement. Et ce n'est pas pour vous que je parle en ce lieu. Je parle pour le ciel qui m'écoute et pour Dieu. J'écoute, tout fuit, tout passe, l'espace efface le bruit. Dieu, vie, abîme, espoir, grand œil mystérieux d'où tombe l'homme, cette larme. Il semble toujours voir au travers de ces larmes, ou au travers d'une fluidité d'humeur mêlée, exprimée par les choses mêmes. Ou bien sueur des feuilles de papier, encre, mine de plomb, charbon, cela ne se distingue plus. Il voit son regard se répandre et s'étaler avec lui à même la surface dont les bords s'effacent infiniment. Il faudra donc monter jusqu'à ce soupirail pour deviner le jour à son glauque vitrail. La fenêtre de Donia Sol s'éclaire et on voit son ombre se dessiner sur les vitraux lumineux. Mes amis, un flambeau, son ombre à la fenêtre, jamais jour ne me fut plus charmant à voir naître. Je suis à vous. Pourquoi fais-je ainsi? Je l'ignore. J'ai besoin de vous voir et de vous voir encore et de vous voir toujours. Oui, je veux voir brûler les flambeaux et les cires, voir Notre-Dame au fond du sombre corridor. La lumière et la vue sont rares, clairsemées, avaricieuses ou dérobées. Il faut les désirer, les mériter, les gagner au prix du jour lui-même. Duc, avant de mourir, permets que je la voie. Si tu daignais vouloir qu'avant de fuir aux cieux, mon âme alla revoir la sienne dans ses yeux. 4. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles
au loin descendant vers Honfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx vert et de bruyère en fleurs, à l'heure où blanchit la campagne. 5. À quoi pense sa main? À quoi rêvent ses doigts, qui se laissent mener par la masse et le poids, par l'élévation prodigieuse de l'ombre, et la chute et la tâche lourde du décombre? Il demeura ainsi quelques minutes, la tête baissée et faisant des dessins sur le sable, avec une baguette qu'il avait à la main. Comme ce jeune berger gardant ses moutons, tandis que sur le chemin, au-dessus de lui, passe Timabou. Et l'on croit voir passer un de ces anges vierges, comme en rêvait Giotto, comme Dante en voyait, être serein, posé sur ce monde inquiet. On croit, on ne voit rien. On pense à ceux qui voient pour nous, les yeux autrement faits ou autrement tournés, les yeux irradiés de leur propre vision ou bien abandonnés, retournés en dedans, vers leur fond, tapissés de surprises. Ils se laissent guider, c'est sûr, par quelque chose qu'il pressent, qu'il attend, dont il sait que c'est là, tout près, à le toucher, tapis dans l'épaisseur de l'encre, dans la substance du papier, le froncement de la plume et l'évasion du regard qu'il abandonne à l'accident, à l'approche et à la fuite, dans une saturation qui l'attire, qui l'excite et qui l'exaspère, ou bien dans une légèreté qui ne le trouble pas moins, car elle n'est pas moins comblée de signes, de possibles, de pulsations infimes ou vigoureuses. À peine, on entendait flotter quelques soupirs, quelques basses paroles, comme en une forêt qui vient de s'assoupir, un dernier oiseau vole. Il appuie fortement sa pensée sur la feuille, afin que chacune s'imprègne de l'autre, front contre front, se pressant, s'absorbant l'un dans l'autre, se reflétant et se dévisageant dans un face-à-face parfaitement instruit de l'absence de profondeur sous leur surface, ou plutôt de ceci que tout le fond, toujours, se presse à la surface. Oh, comme j'étais triste au fond de ma pensée, tandis que je songeais et que le gouffre noir m'entrait dans l'âme avec tous les frissons du soir. Front contre front, main contre feuille, motion pour émotion, ligne à ligne, des touches à touche, des épaisseurs, des couches de doute et de détour, des abandons vaguement colorés, des façons de se faire peur et d'autres de s'oublier. J'avais devant les yeux les ténèbres, l'abîme, qui n'a pas de visage et qui n'a pas de cime, était là, mort, immense,
et rien n'y remuait. Je me sentais perdu dans l'infini muet. 6. Ainsi a-t-il permis aux tâches de se déclarer. Il leur a fait accueil, peut-être ayant connu la nouvelle méthode d'Alexander Cozens, qui un siècle plus tôt se donnait pour précepte ces vers d'Horace: que la fumée, il songe à tirer la lumière pour en faire jaillir d'éclatantes merveilles. Des taches noires, volantes, piquèrent le nuage, percèrent la brume, grossirent, approchèrent, s'amalgamèrent, s'épaissirent, se hâtant vers la colline en poussant des cris. C'était comme la venue d'une légion. Cette vermine ailée des ténèbres s'abattit sur le gibet. Signaux salis, traces souillées, bavures et coulures, incidents. Une fille qui laisse pendre et traîner son lacet sur un dossier de fauteuil dessine, sans s'en douter, à peu près tous les sentiers de falaises et de montagnes. À l'effroi de ces grands murmures s'ajoutent des profils surhumains, sitôt évanouis qu'aperçus, des hominides à peu près distincts, des gorges de furie dessinées dans les nuages, des chimères plutoniennes presque affirmées. Et pendant que je lis, mon œil visionnaire, à qui tout apparaît comme dans un réveil, croit voir se dessiner le pur profil d'Horace, comme si, se mirant au livre où je te vois, ce doux songeur ravi lisait derrière moi. D'instinct, il continuait à dévier vers l'est. Des pierres tranchantes lui avaient écorché les talons. S'il eût fait jour, on eût pu voir, dans les traces qu'il laissait sur la neige, des taches roses qui étaient son sang. Le monde devient subitement une voûte de cave. De cette nuit tombe une poussière de taches pâles qui hésitent entre ce ciel et cette mer. Ces taches, qui sont les flocons de neige, errent et flottent. C'est quelque chose comme les larmes d'un suaire qui se mettrait à vivre et entrerait en mouvement. À cet ensemencement se mêle une bise forcenée, une noirceur émiettée en blancheur, le furieux dans l'obscur, tout le tumulte dont est capable le sépulcre. On en devine autant dans une tache que les oracles dans le marc de café, et sur un plancher très lavé au moyen d'un tampon à spectre ou d'une éponge imbibée, dans la boue, la cendre, dans les nuages, ces phénomènes mal définis, ou sur un mur, dit Léonard de Vinci. Si tu en regardes des vieux, souillés de beaucoup de taches, ou faits de pierres multicolores, avec l'idée d'imaginer quelques scènes, tu y trouveras l'analogie de paysages. Tu pourras y voir aussi des batailles et des figures aux gestes vifs, et d'étranges visages et costumes, et une infinité de choses. Ou alors diffractée, quand elle se déplie en miroir, écaillée, piquetée, sur le papier mouillé de l'encre sympathique et automatique qui diffuse, grossit, prolonge, quitte son plan unique, simule et insinue à deux doigts de la ligne qui chemine, ligne de crête ou à hauteur de fourmi,
fait des courbes et des contre-courbes, s'enroule, se dépose, une belle déambulation et un vrai tour de passe-passe. On en devine le temps, on a peur, on a froid, on espère, on gémit, on chemine, on vermine, on rumine, on mâche, on se fâche, on se gratte, on tâche d'échapper, l'œil glisse et s'enfonce dans l'encre. L'œil s'y noie et s'y voit se noyer. On voyait au gros bout, renflement tortueux, on ne sait quelle tache épouvantable et sombre. Et l'on eût dit du sang élargi dans de l'ombre. S'y éclater, devenir à soi-même inconnu. La tache, pour finir, avale l'œil et le délite en filament nerveux où la vision s'emporte, s'affine et s'égare. Insecte fou, aile brûlée, langue dans l'encre et saut furieux. Vous vous rappelez avec quelle curiosité amoureuse votre pensée et votre regard s'attachaient à ce petit tourbillon sifflant et bourdonnant d'ailes de pourpre et d'azur, au milieu duquel flottait une forme insaisissable, voilée par la rapidité même de son mouvement. L'être aérien qui se dessinait confusément à travers ce frémissement d'ailes vous paraissait chimérique, imaginaire, impossible à toucher, impossible à voir. 7. La tâche vient aussi à se faire voyante. Elle se retourne sur soi. Elle se dévisage. Nous regardons trembler l'ombre à déterminer. Nous sommes accoudés sur notre destinée, l'œil fixe et l'esprit frémissant. Quand la première saison est passée, quand le front se penche, quand on sent le besoin de faire autre chose que des histoires curieuses pour effrayer les vieilles femmes et les petits-enfants, quand on a usé au frottement de la vie les aspérités de sa jeunesse, on reconnaît que toute invention, toute création, toute divination de l'art doit avoir pour base l'étude, l'observation, le recueillement, la science, la mesure, la comparaison, la méditation sérieuse, le dessin attentif et continuel de chaque chose d'après nature. La blanche ouvrit de grands yeux et la noire fit l'amour. L'homme, pour l'œil humain, n'est qu'une vision. Sa rêverie, où l'ombre affreuse venait faire des taches de noirceur sur un fond de lumière, était comme la peau du léopard tigré. Petit dialogue. Je te vois, réponds-moi. Tu te trompes, ce n'est pas moi. Approche, mon enfant, plus près, laisse-toi voir. Je ne suis pas ton enfant et il n'y a rien à voir. Voudrais-tu, comme moi, y croire malgré tout? Tu ne penses qu'à croire et à manger.
Ou me préfères-tu combler sans illusion? Je te préfère affamé, dépité et abusé. Ah! Qui pourrait m'achever pour toujours? Toujours dans le drame. Huit. Ils disent, 12 amis, que je ne sais jamais me fâcher, qu'on s'amuse avec moi, que je fais des choses en carton, des dessins à la plume, que je raconte à l'heure où la lampe s'allume, oh, des contes charmants qui vous font peur la nuit, et qu'enfin je suis doux, pas fier et fort instruit. Faites-en flotter le contour dans une brume d'hiver qui s'accroche à ces nombreuses cheminées. Noyez-le dans une nuit profonde et regardez le jeu bizarre des ténèbres et des lumières dans ce sombre labyrinthe d'édifices. Jetez-y un rayon de lune qui le dessine vaguement et fasse sortir du brouillard les grandes têtes des tours. Ou reprenez cette noire silhouette, ravivez d'ombre les 1000 angles aigus des flèches et des pignons et faites-la saillir, plus dentelée qu'une mâchoire de requin, sur le ciel de cuivre du couchant. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Il m'est venu une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et qui s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici, du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre. Ça et là, des caractères rouillés, on dirait écrits avec du sang. C'est la trace partout, la marque ineffaçable. C'est l'empreinte des jours et des nuits, des songes et des calculs, des attentes et des fièvres. C'est la conjonction de la mémoire et de l'usure. C'est la révélation de son assèchement. Surtout, c'est le retour à soi d'un trait, d'une brisée, la reprise d'un tour ou bien d'une poussière, et rien qui fasse des leçons, rien qui pérore ni harangue, mais un état, un fait, une évidence simple. 9. Qu'a-t-il donc vu? Sinon que l'on peut voir du profond de notre œil monter et s'émouvoir la lente formation des innombrables mondes qui traversent chacun de courses vagabondes. Être, quand dans l'éther tu dessinas les formes, partout où tu traças les orbites énormes des univers qui n'étaient pas, des soleils ont jailli, fleurs de flammes, et sans nombre, des trous qu'au firmament, en s'y posant dans l'ombre, fit la pointe de ton compas. Tout est lumière, tout est joie. L'araignée aux pieds diligents attache aux tulipes de soie les rondes dentelles d'argent.
J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, parce qu'on les hait, et que rien n'exauce, et que tout châtie leur morne souhait. Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie, tout peut un baiser, dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas, loin du jour, la vilaine bête et la mauvaise herbe murmurent amour. Esthétique de l'immanence, dit-on, à propos de celui qui submerge son papier d'encre brune pour un dessin, comme s'il épousait le geste de la physis universelle. L'immanence de Lucrèce et de Spinoza n'est pas seulement, comme on l'a montré, le ressort philosophique de Hugo. Elle épanche dans l'encre et le lavis, comme dans la rime et dans les tropes, la générosité aussi candide que pénétrante d'un sens surabondant de l'ouverture infinie, de la béance d'un monde qui ne connaît pas de transcendance, mais bien plutôt une transpiration. Les choses sont les ports par où sort Dieu, l'univers le transpire, toutes les profondeurs le font paraître à toutes les surfaces. Pour bien voir l'homme, il faut regarder la nature. Pour bien voir la nature et l'homme, il faut contempler l'infini. Regarde se lever la lune triomphale, pendant que l'ombre tremble, et que l'âpre rafale disperse à tous les vents, avec son souffle amer, la laine des moutons sinistres de la mer. Tu la vois, elle est là, la grande vision, elle monte, elle passe, elle emplit l'étendue, la chose incontestable, inexplicable, ardue, t'environne, entr'ouvrant ses flamboyants secrets. Pour finir, il s'agit moins d'esthétique et d'immanence que de sensibilité et de simplicité. 10. Qu'a-t-il donc vu? N'insistons pas. Ni lui, ni nous, par conséquent, ne peut prétendre voir. Un autre, peu de temps après lui, un autre très proche et très lointain, aura dit, qu'il a vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Mais la croyance ôtée, ce qui toujours est le geste du poète, du penseur, la croyance ôtée vient le savoir entièrement obscur, éblouissant, de ce qu'il n'y a rien à voir, et qu'on doit, non pas circuler, mais dessiner toujours, tracer et désirer, graver, tacher, gommer, remplir, et puis vider ce cerne et cette orbite par lesquels tout s'ouvre, s'élargit, s'enfuit et se referme toujours grand ouvert. Et je sentis mes yeux se fermer, comme si, dans la brume, à chacun des cils de mes paupières, une main invisible avait lié des pierres. J'étais comme un prêtre au seuil du Saint-Parvis, songeant, et quand mes yeux se rouvrirent, je vis l'ombre, hideuse, ignorée, insondable, de l'invisible, rien, vision formidable. De l'invisible, rien, vision formidable.
Merci, poète. Au seuil de mes lards pieux, comme un hôte divin, tu viens et te dévoiles. Et l'auréole d'or de tes vers radieux brille autour de mon nom comme un cercle d'étoiles. Chante, Milton chantait, chante, Homère a chanté. Le poète des sens perce la triste brume. L'aveugle voit dans l'ombre un monde de clarté. Quand l'œil du corps s'éteint, l'œil de l'esprit s'allume. Coda. Je me rappelle qu'un soir d'été, il y a longtemps de cela, en 1834, j'allais à l'Observatoire. Je parle de Paris, où j'étais alors. J'entrais. La nuit était claire, l'air pur, le ciel serein, la lune à son croissant. On distinguait à l'œil nu la rondeur obscure modelée, la lueur cendrée. Arago était chez lui. Il me fit monter sur la plateforme. Il y avait là une lunette qui grossissait 400 fois. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'un grossissement de 400 fois, représentez-vous le bougeoir que vous tenez à la main, haut comme les tours de Notre-Dame. Arago disposa la lunette et me dit « Regardez ». Je regardais. J'eus un mouvement de désappointement, une espèce de trou dans l'obscur. Voilà ce que j'avais devant les yeux. J'étais comme un homme à qui l'on dirait « Regardez » et qui verrait l'intérieur d'une bouteille d'encre. Ma prunelle n'eut d'autre perception que quelque chose comme une brusque arrivée de ténèbres. Toute ma sensation fut celle que donne à l'œil, dans une nuit profonde, la plénitude du noir. « Je ne vois rien, dis-je. » Arago répondit, « Vous voyez la lune. » J'insistai, « Je ne vois rien. » Arago reprit, « Regardez. » Je suivis l'exemple de Dante vis-à-vis de Virgile. J'obéis. Peu à peu, ma rétine fit ce qu'elle avait à faire. Les obscurs mouvements de machine nécessaires s'opérèrent dans ma prunelle. Ma pupille se dilata, mon œil s'habitua, comme on dit, et cette noirceur que je regardais commença à blêmir. Je distinguais quoi? Impossible de le dire. C'était trouble, fugace, impalpable à l'œil, pour ainsi parler. Si rien avait une forme, ce serait cela. Puis la visibilité augmenta. On ne sait quelles arborescences se ramifièrent. Il se fit des compartiments dans cette lividité. Le pâle à côté du noir, de vagues fils insaisissables marquèrent dans ce que j'avais sous les yeux des régions et des zones, comme si l'on voyait des frontières dans un rêve. Pourtant, vous demeurez indistinct, et il n'y avait d'autre différence que du blême au sombre. Confusion dans le détail, diffusion dans l'ensemble. C'était toute la quantité de contours et de reliefs qui peut s'ébaucher dans de la nuit. L'effet de profondeur et de perte du réel était terrible. Et cependant, le réel était là. Cette figure de l'inattendu surgit devant vous, et vous vous trouvez face à face dans l'ombre avec cette map-monde de l'ignoré. L'effet est terrifiant. Cela existait magnifiquement. Là aussi, la grande parole venait d'être dite, fiat lux.
La lumière avait fait de toute cette ombre soudain vivante quelque chose comme un masque qui devient un visage. Partout, l'or, l'écarlate, des avalanches de rubis, un ruissellement de flammes. On eût dit que l'aurore avait brusquement mis le feu à ce monde de ténèbres. Cette vision est un de mes profonds souvenirs. Pas de plus mystérieux spectacle que cette irruption de l'aube dans un univers couvert d'obscurité. C'est le droit à la vie s'affirmant dans des proportions sublimes. C'est le réveil démesuré. Il semble qu'on assiste au paiement d'une dette de l'infini. C'est la prise de possession de la lumière. Quelque chose de pareil arrive parfois à des génies.